effectivement, je suis cofondatrice d'une association locale de la métropole qui s'appelle les Tinctoriales. C'est à ce titre aujourd'hui qu'on m'a confié la modération de cette table ronde. L'association Les Tinctoriales, je vous en dirai un petit peu plus. Mais en somme, il s'agit pour nous de cultiver des plantes tinctoriales, créer et puis transmettre. Du coup, cette table ronde qui est cette envie de végétal, mais j'ai envie de dire cette envie de vivant, on va venir vous parler de beau, de création et de transmission. Et du coup, je vais rapidement laisser la parole à Nathalie, qui est présidente de l'AMAP des Tinctilis. Et effectivement, vous l'avez dit, Nathalie est photographe chez France Télévisions. Mais Nathalie, ce qui l'a conduit à la présidence des Tinctilis, c'est surtout son goût pour la maille. Elle file, tisse, crochette. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle me l'a partagé. Et j'ai envie de tirer ce fil, en fait, pour que vous nous racontiez cette histoire, cette aventure qui vous a conduit à soutenir Cécilia dans cette micro-ferme et cette du coup structuration d'une AMAP. Peut-être que tout le monde ne saura pas ce que c'est, ce sera peut-être intéressant d'y faire un petit arrêt, voilà, de plantes tinctoriales. Merci. Bonjour, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, je suis Nathalie Guyon, la présidente de l'AMAP Tinctilis. Donc je vais vous expliquer effectivement ce qu'est une AMAP, mais avant de vous parler de ce projet qui est quand même très particulier, puisqu'il repose sur le travail de Cécilia Aguirre, qui est une agricultrice en Île-de-France, qui donc a créé la micro-ferme des Lilas. Donc je vais vous parler d'abord de son travail et puis ensuite je développerai plus précisément ce qu'est une AMAP et ce que nous faisons au sein de cette AMAP et pourquoi nous avons choisi de créer cette AMAP. Donc je ne sais pas, il y a normalement un dossier avec des photos, je ne sais pas si vous pouvez le projeter en même temps ou sinon je vais commencer. Ah bah voilà. Donc là, vous voyez la première image de la micro-ferme, c'est une vue aérienne qui a été faite par un drone. Donc c'est pour vous montrer l'approche particulière qu'a Cécilia, puisque donc elle travaille la terre, mais sous forme de mandala. Et donc là, c'est vraiment l'aspect effectivement esthétique qui est très important dans sa démarche. Elle ne cherche pas à faire de l'agriculture comme on pourrait l'imaginer simplement pour produire des plantes et dans une dynamique vraiment productive, mais c'est vraiment un projet pour elle qui englobe plusieurs dimensions. Donc pour commencer, donc cette micro-ferme des Lilas, elle est en Île-de-France. Elle est à 50 km de Paris, au sud de Paris. Donc c'est un terrain qui lui vient de sa famille. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un investissement tout particulier pour elle. Donc c'est sur la commune de Longvilliers, dans le parc national de la vallée de Chevreuse. Cécilia, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences à son actif puisqu'elle est restauratrice du patrimoine textile. Et à ce titre, c'est ça qui l'a amenée à la teinture végétale et à s'intéresser aux plantes tinctoriales. Elle est aussi enseignante, donc elle fait de la formation pour des teintures, au sujet des teintures. Elle fait aussi, par exemple, une formation pour montrer comment on extrait la persicaire de l'indigo. Comment on extrait l'indigo de la persicaire, pardon. Et puis, évidemment, elle est agricultrice puisque donc elle s'occupe d'exploiter ce terrain. Voilà. Et pour elle, donc, ce qui est important, c'est
c'est de pouvoir expérimenter des nouvelles pratiques, des nouvelles plantes, de chercher comment on va pouvoir extraire effectivement les pigments de ces plantes, qu'est-ce qui va s'adapter à ce terrain. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont au cœur de sa démarche. Elle veut aussi que ça soit un lieu d'échange. C'est une ferme qui est très très ouverte. Il y a beaucoup de passages, donc aussi bien effectivement par les gens de la MAP qui viennent faire du bénévolat, mais que aussi des jeunes qui viennent apprendre, qui s'intéressent aussi bien au maraîchage, à la pratique de la culture de la terre et plus particulièrement de ces plantes tinctoriales. Voilà, donc elle souhaite aussi que ça soit un lieu qui ne soit pas mécanisé. Donc c'est vraiment, tout est fait manuellement, d'où la nécessité aussi de la MAP pour que on puisse l'aider avec nos mains. Et donc c'est vraiment un lieu à échelle humaine. Voilà, donc je ne sais pas si... Voilà, vous pouvez passer. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter ensuite les différentes plantes qu'on peut trouver sur le terrain de Cecilia et donc que nous diffusons au sein de la MAP. Donc vous avez des plantes qui correspondent à des couleurs, bien sûr, puisque en fait c'est vraiment le but de la MAP. Donc vous avez la gaude qui est le jaune. Donc vous avez... Alors, vous pourrez peut-être vous approcher ensuite, pour ceux qui sont là, vous avez les couleurs, donc la gaude qui donne le jaune. On a 3 couleurs primaires, et c'est vraiment, et ces 3 couleurs qui sont des couleurs durables, puisque c'est des grands thym qui sont cultivés de manière très ancienne, et qui ont fait leur preuve quant à la durabilité de la couleur. Donc la gaude, la garance qui est une racine et qui fait du rouge, comme ça. La garance, elle est sous cette forme-là. Bon, là, je ne sais pas si on pourra voir grand-chose, mais c'est bien une racine. Il y a effectivement donc la persicaire, qui est une plante qui sert à faire du bleu et qui a une extraction tout à fait particulière. La plante, il faut déjà la faire fermenter pour obtenir ce bleu. Donc Cecilia produit une pâte d'indigo suite à un procès de fermentation qui est quand même une pratique très particulière. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des fleurs comme le cosmos, la rose d'Inde, la tanésie. Le cosmos, la rose d'Inde, ce sont des plantes qui sont cultivées sur la ferme. La tanésie, c'est une récolte sauvage sur le terrain également. Voilà. Et puis nous avons des chatons d'aulne donc ça c'est plus pour aller vers les brins, qui sont aussi récoltés sur le terrain dans les arbres. Voilà, ça vous donne un petit panel des différentes couleurs de la ferme. Je vais ensuite parler donc de la création de la MAP. La MAP s'est constituée à la demande de Cecilia Aguirre, qui voulait vraiment diffuser ces plantes de cette manière-là, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça veut dire quoi une AMAP? Une AMAP, c'est le maintien de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire c'est un soutien vraiment pour l'agriculteur. Là, en fait, il s'agit d'acheter des paniers en amont. Et c'est aussi donc l'apport de cet argent en début d'année qui va lui permettre de savoir quelle va être la production sur l'année à venir et qu'elle va pouvoir donc adapter ses semis, le repiquage. Et donc c'est ça qui va diriger un petit peu tout le travail qu'elle va faire tout au long de l'année. Ça lui permet donc de prévoir sa production. Ce qui est intéressant aussi pour l'agricultrice, c'est de la vente directe. Donc, c'est de connaître les gens qui vont acheter ces produits. Ensuite, évidemment, il y a le bénévolat que vont apporter les Amapiens auprès de Cecilia, qui est quand même près de la moitié du temps de culture sur place. C'est grâce au temps passé par les Amapiens sur place. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant pour les Amapiens aussi,
c'est de pouvoir connaître les plantes qui sont à la ferme. La ferme est ouverte à tous, donc c'est de pouvoir voir d'où vient cette source de couleurs. Donc c'est sensibiliser à la connaissance des plantes locales. C'est sensibiliser à la saisonnalité, c'est-à-dire qu'en fait, on achète des paniers pour des colorants en début d'année et on les reçoit en fonction des saisons. C'est-à-dire la persicaire, les récoltes se font l'été, donc on recevra la pâte de persicaire plutôt à l'automne. Les plantes sèches, il faut le temps de les récolter. La gaude, il faut la récolter, il faut la couper, il faut la faire sécher. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça, c'est aussi plutôt en fin d'année. Et puis la garance a été c'est la première année où on récolte la garance sur le terrain. Et ça a été un gros travail avec plusieurs dimanches à récolter la garance, à l'extraire de la terre. Oui, c'est ça, parce que c'est une racine. C'est la racine qu'on utilise. Voilà, donc c'est aussi ce qui est intéressant aussi par rapport à la création de cette AMAP, c'est qu'on crée une communauté d'amapiens. C'est de pouvoir se rencontrer à la ferme, c'est pouvoir se rencontrer au moment des distributions des paniers et de discuter, d'échanger les différentes pratiques. Voilà, c'est intéressant aussi pour Cécilia d'avoir un retour d'expérience sur nos pratiques. C'est-à-dire, voilà, on va utiliser nos plantes, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on arrive à produire, qu'est-ce qu'on expérimente. Elle expérimente, mais elle aime aussi connaître nos propres réalisations. C'est aussi sensibiliser aux aléas de l'agriculture, c'est-à-dire cette année, on a eu quasiment pas de cosmos parce que les rongeurs sont passés par là. Il y a eu beaucoup d'eau, donc l'indigo est moins. Donc il y a eu une bonne récolte d'indigo, de persicaire, mais par contre la pâte a été moins riche en colorants parce que moins de soleil. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'histoire du vivant. Du vivant. Merci. Voilà, juste, je voulais vous présenter maintenant donc l'équipe de la MAP et ce qu'on fait. Donc on est plusieurs passionnés de couleurs, on a tous des métiers différents. On s'est tous rencontrés en fait suite à l'appel de Cécilia. Oui, alors là, je ne sais plus où on en est sur les... C'est pas grave. On s'est tous rencontrés donc, suite à l'appel de Cécilia via Colore ton monde, qui est donc l'association auprès duquel elle fait des formations. Et donc, on s'est intéressé à son projet. Donc, au sein du bureau de cofondateur de l'AMAP, vous avez... moi, je suis photographe, on a une costumière, on a une teinturière, on a une restauratrice d'art. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on est tous venus d'horizons différents et qu'on s'est tous retrouvés autour de ce chouette projet. On a une cinquantaine d'amapiens aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on existe. Donc nos amapiens sont à la fois des pros, donc on a des teinturières, on a des personnes qui font de l'éco-print, des personnes, des costumiers et des gens du cinéma qui créent des costumes et qui utilisent la couleur végétale. Je vais vous demander d'accord. Je conclus. De trouver le dernier mot. Ok. Donc après, c'est les différentes activités de la MAP. Donc on a beaucoup d'activités. Je ne sais pas si vous pouvez passer à la suite. Là, je peux vous montrer donc quelques photos. Là, c'est les journées à la ferme. Ensuite, vous pouvez passer à la suite. Là, c'est des activités de sensibilisation à la couleur avec des animations de plantes autour de la plante tinctoriale. Vous pouvez suivre la suite. Donc ça, ce sont les récoltes de persicaire. Ensuite, ça, c'est les récoltes donc, de chatons d'aulne et de roses d'Inde. Là, la récolte de garance de cet hiver.
Et ensuite, ça c'est les salons, donc ça c'est aussi l'aspect, on soutient aussi l'agriculture, c'est par toutes nos actions de communication. Voilà, et donc pour faire connaître les couleurs. Et donc, fête de la ferme le 3 juillet, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à cette occasion. Merci beaucoup Nathalie. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mélanie, mais juste vous rassurer sur le fait qu'on va prendre un temps de questions, réactions, envie d'échange. Et du coup, on vous propose de vous faire d'abord un petit point sur ce qu'avait envie de nous dire Mélanie. Mélanie, alors je me suis mis des petites notes, mais en fait, que ce soit votre formation ou votre vie professionnelle, vous avez toujours été très proche de la maille fine, la plus près du corps. Du coup, c'est aussi, ça a été aussi le moteur de votre attention et de votre vigilance, ça a du coup créé des beaux produits. On est encore dans le beau, dans la belle matière. Et pour savoir pourquoi vous vous leviez, effectivement, on a fait allusion à votre parcours dans un premier temps dans la fast fashion. Vous avez même traversé l'océan Atlantique. Et aujourd'hui, vous travaillez pour un des acteurs du Made in France, l'entreprise Le Mailleux. Est-ce que et vous êtes responsable du service création, vous pouvez nous partager un peu le processus créatif sur lequel vous œuvrez en ce moment pour intégrer la couleur végétale? Bien sûr, bonjour à tous, merci de m'accueillir, je suis ravie d'être parmi vous. Je m'occupe donc du service création de Le Mailleux. Le Mailleux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est située à Saint-André-les-Lilles, qui existe depuis 1947 et on est presque entièrement intégré verticalement. On est spécialiste de la maille fine, on part donc du fil à tricoter jusqu'au produit fini. On a un premier métier qui est donc le tricotage, où on tricote ces mailles fines, et ensuite on suit le processus classique avec l'anoblissement qui n'est pas intégré. On travaille avec des teinturiers pour l'anoblissement de nos matières, et ensuite on a le métier de la coupe et l'usine de confection. Donc on a la chance de maîtriser quasiment la totalité de cette chaîne, à l'exception de l'anoblissement. Le service création dont je m'occupe, notre mission c'est de mettre au point les produits pour nos clients et pour nos marques propres, les produits finis, mais également toute la partie tricot et couleur. Donc on va développer des nouvelles matières, mettre au point des coloris avec les teinturiers pour pouvoir ensuite les travailler en produits finis. Le Mailleux, c'est une entreprise qui est très engagée et qui continue de s'engager. On s'appuie sur 3 piliers, l'économie, l'écologie, évidemment, et le social. L'écologie, c'est un pilier qui est très important, et notamment quand on est dans le service création, puisque c'est de notre service que va partir tous les développements de demain. Dans ces développements, on s'est beaucoup concentré ces dernières années sur la matière première, puisque c'est un des pôles malheureusement les plus impactants sur l'environnement quand on est dans le textile. On a fait un très grand travail de recherche pour travailler des matières premières qui soient plus écologiques, du coton biologique, du lin. On mène aussi des recherches sur le chanvre, sur des matières qui soient toujours plus naturelles et plus locales. Et pour en arriver au sujet d'aujourd'hui qui est la teinture végétale. Comme je le disais, c'est pas une partie qui est intégrée dans notre entreprise, c'est quand même un sujet de fond qu'on a souhaité mener, et en tant qu'industriel, c'est ce que je peux conseiller, on s'est entouré. On a fait appel à une personne qui s'appelle Marie-Ajal Bongar, qui a une société qui s'appelle Alizarine Teinture et qui nous a aidé à mener ce projet de teinture végétale. Le but, en fait, de la teinture végétale au sein de Le Mailleux, c'est de pouvoir le proposer à nos clients et de pouvoir le proposer sur nos marques en propre, comme n'importe quelle autre couleur, comme n'importe quel autre procédé, pour que ça rentre vraiment dans un choix consommateur.
Ça a été on est vraiment aux prémices d'un point de vue industriel de la teinture végétale. On est en phase de recherche et développement. Alors la phase de recherche et développement, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On sait d'où on part, on sait où est-ce qu'on veut aller, mais le chemin pour y arriver est à dessiner. C'est ce chemin qu'on est en train de dessiner avec Marie-Angèle. On explore, il y a 3 pistes principales à explorer quand on travaille du produit fini dans la maille fine. Il y a 3 techniques en fait pour arriver à une couleur sur un vêtement. La première qui va être une technique d'anoublissement classique avec un teinturier, et où là l'idée c'est de remplacer les pigments synthétiques par des pigments issus des végétaux. Donc dans cette technique-là, on suit vraiment un process où on va nous tricoter du coton, et ensuite les pièces tricotées sont envoyées à l'anoublissement pour être teintes, pour ensuite être réceptionnées, coupées et montées. L'autre technique, ça peut être aussi de la teinture pièce. La teinture pièce, ça veut dire qu'on va tricoter, couper, monter le vêtement pour ensuite le teindre. C'est une technique qu'on étudie aussi avec Marie-Angèle. Et la troisième piste, c'est du fil teint, c'est-à-dire qu'on va amener la teinture au tout début de la chaîne, teindre le fil à tricoter pour ensuite tricoter, couper et monter la pièce. Dans nous, la première piste qu'on a explorée avec Marie-Angèle, c'est donc la teinture du tricot en passant par un anoublisseur. On a fait appel à un de nos prestataires avec qui on a l'habitude de travailler, qui avait déjà mené certaines recherches sur le sujet et qui donc avait des compétences pour mener ce projet. Tout ça pour dire que c'est un travail qui est vraiment collaboratif. C'est vraiment en travaillant en collaboration avec tous les acteurs de la filière qu'on arrive à mener ce type de projet de R&D et lui donner toutes les chances de réussir. Dans ce travail de justement pouvoir arriver au bout de ce projet, on a eu des partis pris très forts dès le départ, à commencer par le choix des couleurs. D'habitude, quand on crée des nouvelles collections, on va d'abord établir sa gamme de coloris et ensuite faire développer les couleurs. Là, on a eu une phase très différente où on a regardé d'abord quelles étaient les couleurs qui étaient possibles en teinture végétale et quelle était celle qui avait le plus de chances de réussir, quel était le pigment qui remplissait le plus de cases pour nous permettre d'établir le process industriel avec notre anoublisseur. Pour pouvoir, ce qu'il faut quand on développe une nouvelle technologie comme ça, il faut d'abord être sûr du process industriel pour ensuite pouvoir le répéter. On a sélectionné 3 couleurs avec un choix fort dès le départ sans même savoir quelles étaient les couleurs. Ça a été de dire on va faire de la teinture végétale, mais on va choisir des plantes qui poussent sur le territoire français, des plantes qu'on peut acheter en France et avec lesquelles on va pouvoir aussi alimenter l'agriculture française. Dans ces couleurs, on en a retenu 3. On a retenu la chlorophylle, la garance et le réséda. Donc vous en avez montré quelques-unes ici. Et celle sur laquelle on est parti, c'est la chlorophylle. C'est pas la couleur la plus évidente forcément au départ. C'était celle qui avait le plus de chances d'aboutir, et dont le pigment remplissait le plus de cases, on va dire. Et c'était une couleur qui portait très bien tous les engagements qu'on souhaitait sur cette nouvelle technique de teinture. Voilà un petit peu pour le projet et là où on en est. On est très content de ce projet. Il est en phase d'aboutir et c'est vraiment grâce à cette collaboration entre plusieurs acteurs du secteur. Merci beaucoup Mélanie pour ce partage. Avant de vous partager le micro et la parole, un petit peu au pied levé, moi qui devais jouer uniquement le rôle de modératrice, je vais vous dire un petit mot des tinctoriels pour remplacer ce qu'avait envie de vous partager Radostina. Radostina qui est donc comme moi membre et cofondatrice donc de l'association Les Tinctoriels. Pour parler de vivant, d'humain, je trouve important de vous dire un petit peu qui compose en fait cette association pour commencer. Donc c'est un collectif d'autodidactes, mais voilà, d'amoureux de la couleur végétale. Il y a un jardinier, artiste peintre par ailleurs. Il y a une architecte d'intérieur qui crée des produits textiles. Il y a une Maï également qui a tout un parcours dans le milieu associatif
et militant. Il y a également une designer couleur ou encore Radostina qui a fait tout un parcours de vie professionnel au sein d'une agence d'urbanisme et de développement local, donc qui connaît parfaitement sur le bout des doigts sa métropole et qui, du coup, voilà, ensemble, on essaye comme je vous disais, cultiver, créer, transmettre, cultiver pour rendre visible finalement la couleur végétale et remettre en culture ces plantes qui ont été complètement abandonnées. Néanmoins, abandonnées ou pas, en fait, on parlait des cônes d'aulne, on parlait de la tanésie tout à l'heure, on pourrait parler du réséda qui pousse dans n'importe quelle friche de la métropole et qui est en plus facile à repérer avec cette longue tige qui tend vers le ciel. C'est une des plantes, pour parler de réséda, qui est la plus solide et utilisée de manière ancestrale, on va dire, en tout cas depuis le Moyen-Âge, en Europe. Je précise, parce que les plantes des uns ne sont pas les plantes des autres. Et en fait, tout ça nous ramène à juste regarder autour de nous, en fait, tout simplement. Regarder autour de nous, embellir ce qui est autour de nous. Aujourd'hui, ces friches, en l'occurrence, laissées comme une empreinte un petit peu sale par l'industrie textile, son apogée, on va dire. Aujourd'hui, c'est comment en fait on peut continuer l'histoire textile sur notre territoire en réinvestissant ces friches et finalement en plantant de la couleur. Donc ça, c'est un de nos objectifs, de rendre visible cet amour, cette curiosité pour la couleur végétale et rendre finalement un petit peu plus vivant le territoire qui nous entoure. Peut-être aussi pour parler de vivant et d'humain, en fait, pour ma part, en tout cas, petit témoignage, c'est à l'occasion d'événements forts comme une naissance qui est vraiment un temps, en tout cas pour ce qui est de la grossesse, qui est la plus propice en fait à se connecter au vivant, quoi de mieux que je me suis interrogée sur qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je vais lui faire porter, d'où ça vient, comment ça vit, comment ça se développe, comment c'est cultivé, et à partir de là, en fait, pour répondre à cette question-là, on est obligé de réaliser, de se reconnecter et d'observer qu'en fait, on ne travaille pas des produits, des objets, on travaille du vivant, on travaille des choses qui poussent dans la terre. Et aujourd'hui, nous, on part de la graine chez les tinctoriales et on crée des plants. On va peut-être rejoindre et à un moment donné créer une pépinière. Et de là, on va jusqu'au bout du cycle de la couleur en passant par la transmission au savoir-faire un peu perdu de la teinture végétale et pour aller jusqu'à finalement la transformation et la prolongation peut-être éventuellement de la vie d'un produit, puisqu'aujourd'hui nous, tous les supports textiles qu'on utilise, on les récupère, on les recycle, on tire parti finalement de notre situation en milieu urbain pour recycler les textiles qu'on utilise ou également récupérer de la biomasse, puisque les pelures d'oignon, pour votre information, sont un merveilleux support de teinture. Les peaux et les noyaux d'avocat également. Je pourrais vous parler des peaux de grenade et compagnie. Je regarde quand même l'heure pour vous laisser de la place. Mais voilà un petit peu du coup, finalement, pourquoi c'est important d'être à plusieurs profils, à plusieurs mains, à plusieurs appétences pour mener ce projet. Pourquoi aussi c'est important pour nous d'arriver, pour faire la démonstration et de l'intérêt de ces plantes. Parfois, elles cachent également des vertus médicinales, des vertus culinaires,
peut-être aujourd'hui même bientôt des vertus cosmétiques, j'allais dire autre chose, excusez-moi. Mais donc vous dire en quoi, pour nous, c'est important comme ça d'essayer de partager et de retransmettre ce cycle de la couleur végétale et de se reconnecter et d'embarquer un certain nombre de personnes avec nous, des enfants, des parents, des bénévoles sur des chantiers participatifs, dans des balades, dans des ateliers. Et donc, voilà ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, remettre du vivant dans la mode. J'ai envie de m'arrêter là pour échanger un petit peu avec vous et on pourra du coup peut-être compléter à 3 voix. Merci beaucoup en tout cas pour vos présentations et nous avoir fait découvrir vos projets. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. C'est une question plus pour Mélanie, je pense. En fait, je serais intéressée de savoir si, parce que j'entends que vous êtes bien avancé dans le projet, je veux savoir si c'est une pratique qui est industrialisable ou semi-industrialisable pour justement prendre le pas sur les teintures chimiques. Alors c'est effectivement le but, nous, de cette recherche, c'est d'aboutir à un procédé qui soit industriel et qui puisse du coup répondre à une demande comme si c'était un procédé classique. C'est un petit peu là d'ailleurs toute la difficulté du projet, puisqu'il faut aussi trouver un équilibre économique. Le but, c'est pas de réussir à développer une couleur, mais qu'ensuite il n'y ait pas de débouché derrière. C'est de pouvoir à la fois répondre à la demande d'un marché, lui proposer un produit, et là je parle de nos clients, qui puisse être industriel et répété également. Et là, ça nous fait, il y a un grand travail en fait d'éducation, j'ai envie de dire, parce que ce sont des nouveaux procédés et ce sont aussi des nouvelles contraintes et donc un nouveau cahier des charges à écrire. Vous le disiez tout à l'heure, une plante c'est un végétal. D'année en année, la couleur peut se modifier en fonction de la saison, en fonction de la température, en fonction du climat. Et il faut qu'on soit capable, en tant que client aussi, de s'adapter à ces couleurs. Donc c'est tout un procédé qui est à réécrire. Et donc pour répondre à votre question, oui, ce qu'on cherche à mettre au point, c'est un procédé industriel. Merci. Merci beaucoup, c'était hyper inspirant. Tous ces partages qui sont au-delà, je pense, de la teinture. Vous avez beaucoup échangé sur vos personnalités, en fait, l'importance d'être multi-compétences et multi-profils aussi pour se réunir autour de ces beaux projets. Moi, j'avais une question concernant justement cette culture. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez pensé à l'après en se disant si demain c'est industrialisé, ça veut dire que est-ce qu'on va revenir dans un schéma de culture intensive en fait de plantes et du coup on perdrait un peu tous les effets de ce que vous essayez de porter. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions qui vont dans ce sens-là ou est-ce que c'est encore beaucoup trop tôt? Je vais répondre aussi pour notre partie. On a forcément cette réflexion en tête quand on développe, quand on mène des recherches comme ça, et pour une entreprise engagée comme le Mailleux, le but c'est effectivement de ne pas reproduire les mêmes schémas. Du coup, sur cette vision-là, actuellement, c'est des marchés qui se mettent en place petit à petit. Donc les volumes arrivent petit à petit. Et le but, pour ne pas répéter le schéma, et je rebondis d'ailleurs à ce que vous avez dit, effectivement, on s'intéresse énormément à l'économie bleue, qui est celle qui va réutiliser des déchets pour les transformer en matières premières. Et on s'intéresse effectivement aussi à la pelure d'oignon, qui permettrait non seulement de devenir un nouveau type de colorant, mais en plus de ça, de recycler des déchets présents dans la source. C'est une démarche qu'on a déjà sur nos propres matières, où on travaille en circulaire avec nos propres déchets de matière et où on les retricote derrière avec une marque de tricot qui s'appelle le Pur. Et c'est la démarche qu'on souhaite aussi intégrer dans nos recherches de teinture végétale. Mais tout est encore dans les prémices. Oui, et si je peux me permettre de compléter, c'est pour ça que j'ai introduit cette idée de récupérer, de recycler, de
tirer parti finalement du nombre, du volume qu'on représente et de ce qu'on a à disposition, sans parler de consommation. Mais ce qu'il faut aussi, c'est engager un changement vraiment de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus regarder ou utiliser nos vêtements comme on le faisait par le passé. Et donc, il suffirait quand même qu'on fasse tous l'exercice d'aller fouiller, de comparer les vestiaires ou les armoires de nos mères et de nos grands-mères. Voilà, vous observerez très vite que nos grands-mères, elles avaient des produits, des vêtements qu'elles ont gardés mais toute une partie de leur vie, alors que la génération qui a suivi, en fait, ça a été beaucoup plus au fil des saisons, des envies, des modes, et que très peu de choses du passé restent dans ces armoires-là. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un changement de regard à porter sur ce qu'on porte et de s'y attacher, de repriser, de recycler. Aujourd'hui, ce qui nous a amené à nous rencontrer, Mélanie, j'en touche un petit mot, c'est un projet qui s'appelle Idétis, qui est porté par Sigrid Lucas et qui est une personne aujourd'hui qui veut créer un espace, un lieu qui permette de raconter l'histoire de la fibre, cette fois pas de la couleur mais de la fibre, et qui du coup veut inviter et créer un écosystème qui participe finalement à créer, à recycler, mais aussi créer des vêtements plus responsables. Je voudrais juste intervenir aussi par rapport à la map. En fait, justement, le principe de la map, c'est de pouvoir faire correspondre la production de l'agricultrice et l'utilisation des amapiens, et on reste vraiment sur une petite échelle. Et en fait, le fait qu'il y ait ce lien, ça permet aussi de prendre conscience de tout le travail que demandent ces plantes, tout le travail qui est fait ensuite au moment de la teinture. Donc tout ça, c'est justement le fait de sensibiliser. On est dans l'anti-consommation de la fast fashion, quoi. On est vraiment dans une approche sensible de ce que sont ces plantes et ce qu'on peut en faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Nous sommes industriels justement dans la teinture, c'est pour ça que ça m'intéresserait grandement de participer à la présentation d'aujourd'hui. Donc nous on est teinturier en fil bobine sur Roubaix, donc industriel. On ne travaille pas les colorants naturels aujourd'hui, on a déjà essayé de les travailler, mais on a du mal à avoir des solidités qui permettent de répondre au cahier des charges de nos clients exigeants. Mais on n'abandonne pas, on a recommencé une mission de R&D qui va durer à peu près 5 mois pour pouvoir teindre sur le lin, sur le fil, sur l'article confectionné, la pièce et puis aussi le multicolore. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que sur les colorants naturels, on arrive à faire des choses. En revanche, sur les parties mordants, qui, de ce qu'on a pu voir, concernent à peu près, pas la totalité, mais je dirais 80-90% des phases nécessaires au colorant naturel. On n'a pas beaucoup d'alternatives. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les phases de mordant, il y a des choses qui évoluent ou c'est plus compliqué à travailler et à faire évoluer? Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous parlez du sujet du mordançage? Nous aujourd'hui en fait on travaille au niveau du mordançage, oui. Plus la partie après application colorant naturel. Oui. Au niveau du mordançage, ça nous sert à avoir des bonnes accroches pour les colorants naturels, pour parler simplement. Le premier critère c'est que au niveau des colorants naturels, on a une approche oui qui est naturelle, mais au niveau du mordançage, vous travaillez avec quoi pour le mordançage? Votre question, c'est est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une évolution? Aujourd'hui, c'est la lin. Ouais. Qui est. On l'a travaillé, mais souvent c'est plutôt avec des dérivés de fer. Et
Alors, le sulfate de fer peut être utilisé, mais uniquement pour du nuançage. C'est vraiment l'alun qui est la base principale du mordançage. On peut utiliser aussi des techniques purement végétales, mais aujourd'hui, pour beaucoup effectivement, de couleurs végétales, il faut préparer le tissu, la fibre avec l'alun. Honnêtement, le sulfate de fer, ça peut être... on peut y avoir recours, mais c'est uniquement pour du nuançage. Et je dirais que ce serait déjà très intéressant si on pouvait faire une avancée, j'ai envie de dire, sur le sujet simplement de révéler les couleurs végétales telles qu'on peut les extraire. D'accord. Parce qu'en fait, nous, on s'est heurté finalement à deux problèmes. On a eu un premier problème où on va avoir une approche assez traditionnelle de la teinture, j'en fais partie, où on dit oui, les colorants naturels sont intéressants. En revanche, il y a un équilibre avec des mordanceurs qui sont moins naturels. Donc, avec certains clients, il y a un blocage écologique. Et puis avec d'autres, si on n'en utilise pas, on a des solidités qui sont médiocres. Et pour des clients exigeants, ça bloque. Donc nous, on ne fabrique pas nos colorants, on ne fabrique pas nos mordants. Et c'est un problème pour nous parce qu'on n'arrive pas à répondre correctement aux besoins. Oui, j'entends bien, ouais. Il y a des recherches actuellement sur le biomordançage, mais alors là, je ne suis pas spécialiste. D'accord. Ok. Mais on peut se rapprocher de certains organismes sur le biomordançage. Je sais que par exemple, il y a une formation qui parle de ce sujet-là, donc je sais que ça existe. Mais après, Oui, il existe des biomordançages, ça c'est certain. Maintenant, effectivement, c'est avec quel colorant et quelle solidité ça permet. Alors, si je rebondis, je reviens à la question que posait Agathe Chenu. En fait, il est, en tout cas nous, à l'échelle des tinctoriales, absolument pas question de venir aujourd'hui réindustrialiser la couleur végétale. C'est juste de faire finalement changer les modes de consommation et le rapport à la mode qui est important pour nous. Effectivement, quand vous allez épierrer sur des friches laissé par une industrie textile pour tenter de faire sortir une graine et une pousse, vous regardez différemment après le t-shirt que vous enfilez, je peux vous le dire. Merci beaucoup pour ces magnifiques interventions. Donc, je vais rebondir, Ariel Fashion Green Hub, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Il faut changer de paradigme. Et finalement, ma question s'adresse un petit peu à Mélanie et à Nathalie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez envisager d'embarquer les modes, les marques, vos clients dans la sensibilisation et les consommateurs de telle manière que finalement ils prennent conscience qu'il faut se régénérer aux écosystèmes. Comment vous pourriez envisager ça, vous, en tant que fabricant? Je sais que vous travaillez aussi sur la fabrication à la demande, changer aussi les modes de consommation. Alors je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant, qu'il faut changer de modèle, ou qu'en tout cas, on a des modèles qui ne peuvent pas continuer. Donc le consommateur est déjà averti, il en est conscient, il ne veut pas forcément se l'avouer, et c'est en revanche aussi beaucoup plus compliqué de changer. On sait, mais changer sa façon de faire, sa façon de consommer, c'est plus difficile. Je pense que ça vient petit à petit, que c'est déjà commencé, et le rôle des marques et des industriels, c'est de pouvoir proposer. Si le consommateur n'a pas la chance de pouvoir acheter un produit, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'acheter. Donc c'est là où, comme je disais, il y a un pilier économique qui est à trouver aussi, et de pouvoir proposer le bon produit au client et savoir lui raconter l'histoire qui va avec aussi. C'est là où, avec la teinture végétale, il y a une histoire qui est formidable à écrire, une histoire qui part vraiment de la racine, de la plante jusqu'au produit qu'on porte. On sait tous que si on veut des produits qui soient durables et comme on le disait,
Nos grands-mères ne s'habillaient pas du tout de la même façon. On avait des produits dans nos garde-robes qu'on pouvait garder des décennies. Un produit aujourd'hui qui remplit ses fonctions dans nos garde-robes, c'est un produit avant tout qu'on aime. C'est un produit qu'on aime enfiler le matin, c'est un produit plus on va le porter et plus on va l'aimer. Et ça, c'est aussi au rôle des marques de venir raconter une histoire au produit, de créer cet attachement, de raconter l'histoire qui va autour pour créer cet attachement avec le consommateur. Et je pense que ça fait partie des histoires qui restent à écrire et une des clés pour changer nos modes de consommation. Et je pense aussi qu'effectivement, par rapport à la sensibilisation à ces plantes, en fait, quand il y a des jeunes créateurs qui viennent voir Cécilia Aguirre, par exemple, ils s'attendent à avoir les mêmes tarifs que pour de la teinture chimique, et c'est pas possible. En fait, les teintures végétales, il faut énormément de matières premières pour produire du colorant. En plus, avec tous les aléas qui peuvent aller autour, effectivement, on peut pas être dans une production constante, régulière, pas chère. C'est pas possible. Donc, effectivement, il faut sensibiliser tout le monde à ce que cette approche des plantes avec les plantes, elle est forcément différente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Sinon, on peut passer aux questions en ligne. Oui, on a une question qui porte sur les limites. Est-ce que en teinture végétale, il y a des limites pour tout ce qui est palette de couleurs ou non? Des limites sur les palettes de couleurs? Oui. J'ai envie de dire, à mon avis, il y en a sans doute beaucoup plus en teinture végétale que... En fait, c'est pas comparable. Vous avez un nuançage. En fait, la couleur est vivante. Je sais pas, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent, mais non, il n'y a pour moi pas de limite. La limite, c'est la maîtrise du savoir-faire. Et ça, effectivement, on l'a beaucoup perdu. Aujourd'hui, il y a de la recherche. Aujourd'hui, il y a des collectifs, des associations, des teinturiers qui retrouvent les gestes. Mais c'est plus dans le savoir-faire que les limites se posent, et le temps patient, mettre dans de la production tout simplement, que les limites que va offrir la couleur végétale. La particularité de la couleur végétale, c'est les harmonies. C'est qu'en fait, on dit que toute couleur végétale va avec une autre couleur végétale. C'est vrai que donc les gammes de couleurs est très étendues, mais c'est pas la même couleur que la couleur chimique. On est vraiment dans des nuances et qui sont effectivement variables en fonction de plein d'éléments en fait. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je partage complètement ces paroles. C'est pour ça d'ailleurs aussi que quand on a, nous, commencé, on a travaillé à l'inverse, comme je le disais. On a d'abord regardé la palette qui était possible avec les plantes, et ensuite on a travaillé notre gamme de cette façon-là. Et d'un point de vue créatif, c'est même une démarche qui est d'autant plus intéressante, puisque c'est une démarche dans laquelle au final on est beaucoup plus libre, puisque on voit tout de suite ce que ça peut donner, et c'est presque la couleur qui vous choisit, et pas vous qui choisissez la couleur. Il y a encore une question. Il y a encore une dernière question. Pour vous, quelles sont les solidités entre les frottements, la sueur et la salive obtenues justement avec les teintures végétales? À partir du moment où vous arrivez à créer une couleur solide au savon, la salive, j'espère qu'elle sera moins forte que le savon. Donc vraiment, l'idée, c'est de c'est d'arriver à mordancer et à préparer votre fibre de manière à ce qu'elle s'imprègne pleinement et que la couleur s'y accroche vraiment. Passer ce cap-là, la sueur, la salive ou je ne sais quoi, ça va être à l'épreuve comme n'importe quel vêtement produit ou coloré avec de la teinture chimique.
D'accord, merci. On arrive à la fin du coup de cette table ronde. Merci beaucoup. Juste, vous voulez conclure peut-être? Ouais, je vous laisse un conclure. mot de conclusion. J'aurais envie de répondre à ces questions et de manière et tout simplement nous interpeller collectivement. De toute façon, couleur résistante ou pas, aujourd'hui on essaye de consommer et de produire surtout des vêtements plus responsables. Donc quel sens ça fait aujourd'hui quand on a œuvré à trouver le coton bio, le lin local, le chanvre, je sais pas quoi, de remettre dessus des après de la teinture chimique, ça rime à quoi? Donc j'ai plutôt envie d'inverser le sujet et la question finalement. Merci.